Fadel. Jota. Come here. This side. Allô? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, merci d'être venu assister à notre site event. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la contribution, de la capitalisation de la contribution de la société civile, des efforts du travail de la société civile dans tout ce qui est CDNPI. Et nous avons l'honneur d'avoir Enda Energy avec nous, une organisation avec qui nous avons travaillé sur ce programme. Donc nous, c'est JVE Sénégal, Jeunes volontaires pour l'environnement. Donc nous saluons la présence de notre président du conseil d'administration dans la salle, M. Fall. Il y a aussi nos partenaires de Enda Energy qui sont représentés par Djelani et M. Sek. Et parmi les panélistes, il y aura Save the Children qui va un peu nous parler de ce qu'ils sont en train de faire voilà, pour ça. Et aussi, nous avons invité nos frères ivoiriens qui ont réussi à créer un cadre de concertation pour essayer un peu d'accompagner l'État pour un partage d'expérience. Donc, nous allons présenter un peu les panélistes. Moi, je m'appelle Djibril Nia. Donc, je suis le directeur exécutif de JVE Sénégal, Jeunes volontaires pour l'environnement. Donc, nous avons aussi M. Djelani de Enda Energy. Donc, après, nous allons les laisser se présenter. Djelani, vous pouvez venir vous. Nous avons M. Momodou Ndong Touré de Save the Children. Merci, Momodou. Et nous avons M. Charles Baïmé de la plateforme PIC. La plateforme PIC, c'est la plateforme ivoirienne pour le climat. Donc, nous allons les laisser faire les présentations. Et juste après les présentations, M. Djelani de Enda Energy va faire une petite présentation du cadre de concertation et de suivi de la contribution climatique des acteurs non étatiques. Après M. Djelani, je vais faire une petite présentation des outils et de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au Sénégal pour essayer de fédérer les organisations non étatiques, pour essayer un peu d'accompagner le gouvernement. Et après ça, on va donner la parole à M. Momodou Ndong Touré et à M. Ange Baïmé. Donc nous allons commencer par les présentations. M. Djelani, Enda Energy. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs. Merci Djibi pour l'opportunité qui nous est offerte. Moi je m'appelle Cheikh Abdelkader Djelani Diop, je suis chargé de projet à l'ONG Enda Energy, entité de l'ONG Enda Tiers-Monde. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, c'est Momodou Ndong Touré, je suis conseiller technique changement climatique au sein de l'ONG Save the Children International, donc, et membre du comité national changement climatique. Bonjour à tous, je suis Charles Baïmé de la plateforme ivoirienne pour le climat, donc de la Côte d'Ivoire, et je suis vraiment heureux de partager avec vous ce panel et ce temps d'échange. Merci. Donc, merci beaucoup. Nous allons essayer d'aller très rapidement parce que nous savons que c'est le dernier jour. Donc, il y a Khadi qui va aller au marché. Voilà. Non, on va genrer ça. Après, tu vas venir. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous allons commencer par la présentation de Enda Energy. Donc, comme vous le savez, il y a quelques mois, Enda Energy avait organisé une rencontre à Malango, à Fatick. Et c'était pour discuter de la création d'un cadre de concertation et de suivi de la contribution climatique des acteurs qu'ils ont beaucoup présenté sur les efforts qu'ils sont en train de faire sur la CDN. Mais je me disais quelle était la place de la société civile dans ça. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont plantés par les organisations non étatiques. Est-ce que c'est capitalisé? Oui, non.
Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce que nous faisons puisse être capitalisé aussi dans la CDN? Donc nous allons laisser M. Djelani faire sa présentation. Vous pouvez venir vous mettre là, s'il vous plaît. Rebonjour à tout le monde. Donc, je m'en vais faire la présentation du cadre de concertation qu'on a eu à mettre en place dans la région de Fatick. Donc, le cadre regroupe un peu l'ensemble des acteurs non étatiques. Tantôt, Djibi parlait d'organisation de la société civile, mais nous, on est allé beaucoup plus loin dans le cadre de concertation parce que ça réunit et les organisations de la société civile et les collectivités territoriales et le secteur privé également. Donc, en termes de contexte, c'est que par rapport aux effets en termes de charbon de bois ou bien de bois de feu, mais ça permet également de préserver les forêts. Donc, en termes d'adaptation, c'est plutôt un projet de cross-cutting. Là, c'était ici la restauration des mangroves mise en place par l'Océanium avec une autre structure. Donc, l'idée, c'était de faire la plantation de mangroves, de lui rendre sa fonctionnalité écologique, mais également, ça permettait de faire un brise-vent par rapport pour protéger les cultures ou bien les forêts qui étaient derrière les mangroves. Le troisième exemple, il s'agissait de projets d'aménagement hydro-agricole mis en place par l'UICN, à savoir la gestion des terres. Le projet visait un peu à mettre en place des cordons pierreux. Ces cordons pierreux permettaient de faire face à l'érosion hydrique et l'érosion éolienne également. Et en plus de l'ensemble de ces initiatives, ce sont ces quelques initiatives que j'avais prises en exemple, mais il y en avait d'autres qui ont été mises en œuvre ou bien déjà finies dans la région de Fatick. Aujourd'hui, il y a l'urgence de renforcer la contribution des États parties pour l'atteinte de l'objectif de Paris. De ce qu'il est en train de faire dans sa CDN. Mais c'est uniquement l'ensemble des politiques que l'État est en train de mettre en place. Donc tout ce que les acteurs non étatiques, les sociétés civiles, les collectivités territoriales ne sont pas comptabilisés, alors qu'ils sont en train de mettre en place des efforts conséquents en termes d'adaptation ou soit d'atténuation. Donc il y a une problématique et on a constaté deux défis majeurs par rapport à la mise en place de ce cadre. C'est qu'il y a l'absence de placé au niveau de chaque acteur pour lui demander tu fais quoi, dans quel secteur. Ça va être compliqué. Donc il faut déjà un cadre formel sur lequel l'État peut s'appuyer, mais également un dispositif pour permettre à l'État de faire cette agrégation de l'ensemble des actions. Donc par rapport à l'objectif de ce cadre, c'est naturellement
à comptabiliser les efforts climatiques des acteurs non étatiques dans l'atteinte des objectifs de la CDN. En 2030. Alors qu'on sait à côté, il y a ENDA, comme il y a d'autres acteurs non étatiques qui mettent en place ou bien conceptualisent des mini-centrales solaires qui a été agrégé au niveau national, ça peut faire l'ordre de plusieurs mégawatts crête qu'on pouvait additionner à ce que l'État est en train de faire aujourd'hui. Mais également, en termes d'objectifs spécifiques, il s'agit de cartographier les acteurs non étatiques, de faire cette cartographie pour savoir qui fait quoi au niveau local, mais de mettre en place ce dispositif dont je parlais tantôt, mais également faciliter le dialogue entre le centre et la périphérie. Parce qu'on s'est rendu compte en mettant en place ce cadre, parfois on parlait de CDN. Il y a des acteurs qui ignoraient même la CDN, c'est quoi. Pourtant, ils mettaient en œuvre des actions qui entraient directement dans la CDN, soit c'est le volet atténuation ou bien adaptation, mais ils ignoraient même l'existence du document stratégique. Donc si aujourd'hui vous voulez les amener à ce qu'ils complètent ou bien contribuent à la CDN, il faut au minimum qu'ils sachent ce qu'est la CDN et en quoi ça contribue. Donc il y avait cette partage d'informations qu'on avait jugé très important, aussi bien pour la CDN, mais également l'ensemble des mécanismes sur les questions climatiques qui accompagnent la CDN. Donc en termes d'approche, on a jugé nécessaire que l'approche soit alignée à la CDN, à la contribution déterminée au niveau national. Et on a voulu le faire en termes de sectoriel, l'approche que ce soit sectoriel, parce qu'on ne peut pas venir ici pour dire que est-ce qu'on va faire des différents cadres où on réunit les organisations de la société civile d'un côté, les collectivités territoriales d'un autre côté, ou bien le secteur privé d'un autre côté. Ça va être difficile. Ici, l'atténuation est beaucoup plus facile parce qu'on sait que l'atténuation, c'est quoi? C'est soit l'atténuation, c'est soit l'abattement ou bien la séquestration. Donc là, c'est beaucoup plus facile de définir des indicateurs comparé à l'adaptation qui est beaucoup plus complexe. Et l'idée, in fine, c'est de mettre en place ce dispositif qui est un observatoire numérique, mais également où les données seront disponibles et consultables par l'ensemble des acteurs, soit étatiques ou bien non étatiques. Mais également, le dispositif permettra de faire ce monitoring, de reporting d'informations. Donc aujourd'hui, la transparence elle est très importante. L'idée, c'est de ne pas laisser aux acteurs de la société civile seulement à faire cette comptabilisation. Mais l'autre défi également qu'on avait dit est très important, c'est la gouvernance du cadre.
Est-ce qu'on va le laisser seulement aux acteurs non étatiques? Parce que l'idée, in fine, c'est de contribuer à la CDN. Et qui parle de CDN parle directement du ministère de l'Environnement. Donc, c'est l'État. Donc, la gouvernance, qui va le gérer? Donc, au niveau régional, on s'est dit de se rapprocher un peu de la Combrec, du Combrec du moins, c'est le comité régional changement climatique, qui va un peu chapeauter cela. D'autant sachant que le Combrec est présidé par le gouverneur. Donc le Combrec va essayer de présider le cadre tout en sachant que les acteurs de la société civile auront des rôles très importants pour les bureaux d'atténuation et les bureaux d'adaptation. Mais la gouvernance va être assurée par le Combrec qui va rendre directement compte au ministère de l'Environnement. Donc ce sont ces quelques éléments que j'avais à partager. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djailani. Donc, je pense que vous êtes revenu sur pas mal d'initiatives d'adaptation et d'atténuation qui sont portées par Enda Energy et qui rejoignent parfaitement ce que les politiques de l'État du Sénégal. Vous êtes revenu aussi sur le manque de cadre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce manque de cadre-là qui fait aujourd'hui qu'il y a ce manque de synergie. C'est vrai qu'il y a dans beaucoup de régions, il y a des organisations qui se retrouvent là-bas, qui font exactement la même chose, mais c'est parce qu'il n'y a pas de cadre qui les réunit, c'est ce qui fait qu'il y a ces problèmes-là. Vous êtes revenu aussi sur la cartographie et je pense que c'est des choses que nous avons développées dans notre présentation. Donc, je vais faire une petite présentation avant de donner la parole à Mamoudou Ndong Touré et à Charles Baïmé. Je pense qu'on va clôturer les présentations par un petit mot de notre PCA. Je n'ose pas faire tout ça. Mon PCA, il est dans la salle, je ne lui donne pas la parole. Non, vous clôturez le truc. Donc, Hadi, on avait invité une dame, mais malheureusement, à la dernière minute, elle a désisté. Donc, vraiment, on a aussi besoin des femmes, vraiment, quand on parle de tout ça. La présentation, il y a une deuxième présentation, si vous pouvez projeter ça. OK, voilà. Vous pouvez revenir à la première page. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, nous, à la suite de Enda Energy, JVE Sénégal aussi a beaucoup réfléchi sur ça. Donc, nous avons... It's working, I think. Yeah, it's working. Okay. Voilà, JVE Sénégal aussi a beaucoup travaillé sur ça parce que nous faisons énormément de choses et nous nous sommes dit à un moment, il faut que nous le faisons pour notre pays. Donc, on a l'habitude de dire que les arbres que nous plantons au Sénégal ne vont pas grandir dans un autre pays. Donc, c'est au Sénégal qu'ils vont grandir. Collectivités comme Pikine, Thiaroye et même des gens de Kermassar. Donc, Dakar Agit pour le climat est déjà une plateforme qui regroupe l'ensemble des organisations de la société civile de Dakar. Donc, nous avons au sud aussi ce qu'on appelle la Green Team. La Green Team, en un moment, avec Teranga et d'autres organisations,
cartographie existe. Et la cartographie là a été financée par Oxfam Sénégal. Et ça date d'1 an. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et je pense que la dernière fois que j'étais allé au ministère, l'un des grands problèmes, c'était d'avoir une cartographie des organisations de la société civile. Nous l'avons fait. Donc, parmi les efforts de la société civile aujourd'hui, nous avons réussi à avoir notre propre cartographie. Et nous avons remarqué aussi que 325 organisations de cette cartographie sont basées à Dakar. Là, il y a beaucoup d'organisations qui sont à Dakar. Et les plus grandes organisations mais bon, ça n'a pas beaucoup marché. Donc, il y a les domaines d'intervention des organisations. Donc, c'est le changement climatique, énergie, eau, assainissement. Le changement climatique représente 88,9% dans un secteur. Donc, énergie, après eau, assainissement, déchets, agriculture, promotion des femmes, éducation, environnement, conservation, justice environnementale, justice climatique, autres à préciser. Il faut que je précise aussi une chose. Il y a des organisations qui sont spécialisées sur l'environnement. Ils ne font que environnement. C'est l'exemple de JVE, par exemple. Il y a d'autres organisations, ils sont dans le social ou bien ils sont dans l'humanitaire, mais ils ont un doigt dans l'environnement parce qu'ils ont une branche environnement ou bien un bureau environnement, ils font des trucs. Ce document est disponible, donc je pense que même c'est disponible dans le site de JVE. On pourra vous le partager. L'étude a été faite par Mamadi Gaba, donc notre chargé d'études et tout ça. Et je pense qu'il y a dans la salle des gens qui ont participé à cette étude-là, notamment la
le programme pays et autres. Donc, il y a quelques organisations aussi qui ont eu à participer. Nous, on a eu à être convoqués, à être consultés pour certains de ces documents. Mais il y a aussi beaucoup d'organisations qui n'étaient même pas au courant de ces documents. Quand on leur demandait est-ce que vous êtes au courant de la SNDD, ils nous disent c'est quoi la SNDD, c'est quoi la PANA, voilà, tout ça. Donc, bon, on se rend compte que plus on quitte Dakar, plus on va en profondeur, plus il y a un déphasage de communication qui existe. Donc, là aussi, pour essayer un peu d'accompagner toutes ces initiatives, on l'a vu ailleurs et nous nous sommes dit peut-être que cette technologie pourrait être, pourrait être transplantée, on peut l'amener au Sénégal. C'est-à-dire on veut créer une application qui va peut-être accompagner l'État à capitaliser tous ces efforts-là. C'est-à-dire il faut trouver des moyens. L'application, on a déjà discuté avec des développeurs. Donc là, il nous reste juste de discuter avec la direction de l'environnement. Bon, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre derrière, comment est-ce qu'on peut habiller ça. Mais l'idée, en gros, c'est de tout faire pour que les associations, bon, l'application sera déjà gratuite. L'autre chose qu'il faut dire pour l'application, c'est que nous n'allons pas forcer les organisations à contribuer, mais nous allons créer les conditions pour que toutes les organisations aient envie de contribuer. Imaginez qu'on dise que, par exemple, les associations qui contribuent le plus à l'application seront au moins une personne de cette association-là sera prise en charge pour participer à la COP. Ce n'est pas beaucoup, mais ça va faire travailler toutes les associations. L'ensemble des associations auront envie de venir vraiment mettre leurs données ici. Donc la capitalisation des données aussi peut se faire ici, même dans le reboisement. Et dans l'application, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand nous avons discuté avec le développeur, nous lui avons même demandé comment il peut faire pour qu'il y ait un lien de géolocalisation. C'est-à-dire quand Khadi Kamara qui plante chaque année des centaines d'arbres, voire des millions d'arbres, quand elle va aller planter des arbres dans un endroit où peut-être moi je ne peux pas aller, où les agents de la DEC ne peuvent pas aller, elle peut géolocaliser ça. Et on ne sait jamais, un jour, peut-être quelqu'un en mission pourra aller là-bas, elle entre dans l'application, par exemple, n'importe quel agent de la DEC, dans n'importe quelle zone, peut se dire, je suis dans quelle zone, je suis à Kédougou, bon, je vais voir qu'est-ce qui est fait à Kédougou, il va dans l'application, tac, 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 il voit que dans ces zones-là, il y a des reboisements, et lui-même, il peut aller vérifier si ça existe. Et ça, c'est un moyen de suivi très rapide. Et le nombre d'arbres plantés, au fur et à mesure que les associations vont mettre les données dans l'application, automatiquement, le nombre d'arbres sera visible comme ça. Il y aura des chiffres qui vont défiler sur l'application. Bon, voilà, je pense qu'elle a même des exemples. Après, on va passer le... Voilà. On l'a fait cette année dans le cadre d'un projet que nous avons au sud. Nous avons non seulement cartographié la zone, parce que c'était un reboisement de mangrove. On a reboisé cette année 15 hectares de mangrove dans la commune de Goudomp. Nous l'avons géolocalisé et nous avons partagé la géolocalisation avec les services des eaux et forêts. Et là, eux, ils peuvent directement aller suivre. Donc, on avait fait la cartographie et tout ça. Donc, c'est ça que j'avais à présenter globalement sur les efforts que nous, société civile, nous sommes en train de faire un peu pour accompagner un peu l'État sur tout ce qui est capitalisation de ce que nous faisons sur la CDN. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir maintenant. Donc, n'a pas applaudi malheureusement. Donc, on va te donner la parole. Mais bon, lui, il travaille beaucoup avec les enfants. Et le souci de Save the Children, j'enchaîne avec peut-être l'orientation de la thématique dont on va parler. Save the Children travaille beaucoup avec les enfants. Nous avons un projet avec Save the Children. Nous accompagnons un peu les dynamiques qu'il y a dans les collectivités, création de conseils municipaux d'enfants et autres. Donc aujourd'hui,
nous avons aussi remarqué que les enfants ne sont pas impliqués aujourd'hui par rapport à Save the Children qui a des projets aujourd'hui climat, qui est en train de négocier un projet Fonds vert climat. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train de faire peut être capitalisé par l'État du Sénégal? Merci bien. Bonjour à tout le monde. Donc, Djibril, je pense que la photo de derrière là permet de faire la transition. Parce que j'avais noté EcoKids Action, tu n'en as pas parlé, mais c'est la contribution des enfants à notre CDN. Je pense que tout ce qu'on fait, c'est pour la génération future. Donc c'est important donc, que ces enfants soient au cœur de notre politique climatique. Et je pense que Djibi est déjà là-dedans à travers Kids Eco Action. Et il le fait en rapport avec Save the Children que je représente aujourd'hui. Donc si vous comprenez Save the Children, une ONG humanitaire qui a été créée donc, en 1920 pour protéger les enfants de la guerre, aujourd'hui on est en 2023, bientôt 2024, comment protéger les enfants des effets adverses du changement climatique. Donc ça a du sens. Nous sommes dans 120 pays et de plus en plus, en plus de nos actions sur la protection, sur la santé, sur l'éducation, aujourd'hui, on travaille sur la question du changement climatique. Et c'est ce qui m'amène un peu à participer à la COP. J'ai d'autres collègues, des conseillers techniques aussi, qui travaillent sur les questions du changement climatique. Maintenant, par rapport à cette question de contribution à la CDN du Sénégal, elle est importante. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une coalition internationale d'abord, donc de tous ces pays qui ont signé la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, mais aussi nous sommes dans une convention nationale pour que les engagements du Sénégal puissent être matérialisés. C'est dans ce sens que Save the Children a élaboré avec l'appui, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, un projet de résilience du système de santé et des communautés qui sont impactées par les maladies climato-sensibles. Donc voilà notre porte d'entrée à cette contribution-là du Sénégal à la lutte contre les effets du changement climatique. Donc qui dit santé, climat, dit aussi cet effort que le Sénégal a fait en inscrivant dans l'objectif 3 de la CDN les aspects liés au renforcement de la résilience communautaire. Le Sénégal aussi a pendant 3 ans travaillé sur le plan national d'adaptation. Donc si on considère la CDN comme étant un document stratégique, le PNA comme un plan, maintenant il faut opérationnaliser. Et nous pensons que Save the Children aujourd'hui participe à l'opérationnalisation du plan national d'adaptation du secteur de la santé au Sénégal. Ce qu'on a fait, c'est aussi de regarder la vision de l'État qui a dit, nous on fait un PNA, mais on commence par les régions qui sont les plus impactées. Donc ces 5 régions, Saint-Louis, Matam, Kaffrine, Ziguinchor et Kédougou. Et nous aussi, on a pris le pas de l'État. On n'a pas voulu faire autre chose que ce que l'État nous a indiqué. Donc c'est sur ces 5 régions-là que nous comptons travailler. Nous avons développé la note conceptuelle du projet que nous avons soumis au Fonds vert climat. Je pense que vous connaissez après le Fonds vert climat. C'est le plus grand fonds existant jusqu'à présent sur les questions d'atténuation et d'adaptation. Donc nous sommes allés, on a déposé la note conceptuelle qui vient d'être acceptée, je pense que c'est 2 jours avant la COP, où nous allons chercher 25 millions de dollars pour renforcer notre système de santé globalement et rendre les communautés moins vulnérables au changement climatique. Mais, il y a un mais, dans le Fonds vert climat, tous les projets doivent avoir un cofinancement. Donc, et ce cofinancement, nous l'avons évalué à 3 millions de dollars et c'est entre autres ce pourquoi nous sommes venus à la COP pour voir quels partenaires pourraient accompagner le Sénégal dans ce projet-là. Et naturellement, l'Organisation mondiale de la santé s'est présentée comme voulant travailler avec nous. Mais il y a l'appropriation nationale qui fait que le ministère de la Santé va aussi être un partenaire cofinancier dans le cadre de ce projet. Si bien que nous considérons qu'une ONG comme Save the Children contribue
à la CDN du Sénégal à travers l'opérationnalisation de sa CDN. Donc c'est ce que je voulais dire sur cette question. Et les questions d'adaptation, mon collègue l'a rappelé, c'est plus en termes de nombre de personnes qu'on a touchées. Donc je pense que dans le projet, on a un groupe cible d'environ 600 000 personnes dans ces 6 régions-là. Et là, c'est un peu l'apport qu'on peut donner. On va avoir un petit co-bénéfice atténuation dans la mesure où on voudrait que les postes de santé qui sont situés dans les zones rurales soient équipés de panneaux solaires. Donc ça va être le co-bénéfice atténuation. Mais globalement, c'est un projet d'adaptation. Merci, Djibi. Merci beaucoup, Ndong. Vraiment, merci. Donc, je pense que vous êtes revenu sur beaucoup de choses, surtout avec Save the Children. Mais je retiens que c'est plutôt l'implication des enfants. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé avant de venir ici sur les messages des enfants et tout ça. Et depuis que nous sommes là, nos équipes au Sénégal sont en train de diffuser ces messages et tout ça. Donc, quand on parle de changement climatique aussi, on parle d'horizon, on parle d'avenir. Et l'avenir qui sera là demain, c'est les enfants. Moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut les impliquer. Et c'est maintenant qu'il faut leur faire comprendre qu'il y a tous ces documents, même si c'est assez lourd, mais qu'on essaie de les diluer pour que ces documents-là puissent être accessibles. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire, s'il faut le mettre dans le curricula des professeurs ou bien à l'école normale, tout ça, pour que les professeurs puissent comprendre, qu'ils puissent après partager ça avec les élèves. Mais nous jugeons que l'implication des enfants est aussi importante. Et c'est un plaidoyer aussi que nous lançons au COMNAC. Donc je pense qu'on est en train de revenir sur quelques indicateurs du projet. Donc le COMNAC, on veut vraiment que les enfants, M. Fall, on veut vraiment que les enfants soient impliqués. Je pense qu'on en a discuté la dernière fois. Et à notre retour, je pense qu'on va essayer d'aller voir le COMNAC pour avoir des réunions avec eux et essayer de voir comment on peut de temps en temps inviter les enfants. Et voilà, pas tout le temps parce qu'ils n'ont pas le temps aussi, ils vont à l'école, mais quand même de temps en temps les inviter à venir participer à ça. Nous allons passer la parole à M. Charles Baymey. M. Charles Baymey dirige une organisation qui s'appelle PIC, la plateforme ivoirienne sur le climat. Donc c'est une plateforme en Côte d'Ivoire qui fait un travail exceptionnel. Et je pense que cette plateforme même a eu à un peu encadrer la participation des organisations de la société civile au pavillon Côte d'Ivoire, où j'ai fait quelques side events avec lui. Merci pour l'invitation. Donc nous vous rendons la monnaie en vous invitant aussi à notre side event. Voilà, et nous voulons vraiment avoir ce partage d'expérience de comment vous, en Côte d'Ivoire, à travers cette plateforme, vous accompagnez un peu votre gouvernement et comment aujourd'hui, ou bien est-ce que ça existe, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous faites est capitalisé par l'État ivoirien? Merci. Merci beaucoup, Djibril. Merci pour l'invitation. Je voudrais saluer tous ceux qui nous font l'aimabilité d'être présents à ce side event. Peut-être la première des choses que je commencerai à préciser, c'est que la plateforme ivoirienne pour le climat est un outil qui a été mis en place par JVE Côte d'Ivoire. C'est important de le mentionner. Cette année, nous célébrons nos 15 ans d'existence et après avoir travaillé longuement sur la question des changements climatiques et au regard de la persistance de cette crise climatique, depuis 2 ans, nous avons envisagé d'autres perspectives, surtout pour pouvoir cibler un certain nombre de catégories, notamment les communautés rurales et aussi, comme le grand frère Touré, la question des enfants. Et donc, dans cette perspective, nous avons pu, avec le soutien de certains partenaires, mettre en place la plateforme ivoirienne pour le climat, qui est majoritairement composée des communautés locales avec lesquelles nous travaillons. Et cette plateforme s'est mise en place avec l'appui de 3 ONG. Et ces 3 ONG ont reversé les différentes communautés avec lesquelles elles travaillent pour pouvoir la mettre en place, cette plateforme. Et en termes de collaboration, donc, Djibril, comme tu le disais, aujourd'hui, nous avons une très belle collaboration avec le ministère de l'Environnement au niveau de la Côte d'Ivoire. Effectivement, pas mal de points qui ont été relevés dans la première intervention du
collègues de ENDA ont constitué également des préoccupations à notre niveau. Déjà, le premier défi, lorsqu'on parle des contributions déterminées au niveau national, il y avait un défi en termes vraiment techniques. Comment permettre déjà dans un premier temps à des organisations du terrain, des organisations de l'intérieur du pays, qu'ils n'ont pas toujours accès à l'information. L'élément que tu as révélé notamment est frappant. Beaucoup d'organisations ne sont pas toujours invitées à la table des discussions, mais apparaissent subitement pour les validations. Donc, c'est un défi aussi que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez des organisations qui ne savent pas forcément déjà même de quoi est-ce qu'on parle quand on parle des contributions déterminées au niveau national. Donc, vous n'allez même pas leur parler de comptabilisation, de capitalisation. C'est vraiment des niveaux trop élevés. Donc, il fallait déjà aller dans la formation, la sensibilisation des masses pour pouvoir comprendre ce que c'est que les contributions déterminées au niveau national, comprendre les enjeux. Et vous voyez au niveau, par exemple, de la Côte d'Ivoire, nos contributions déterminées au niveau national ne sont pas comme celles du Sénégal que j'ai eu à beaucoup fréquenter avec les deux options. Nous, ce n'est pas le cas. Et donc, quand vous irez même dans ces échanges pour parler de contributions optionnelles et autres, ça devient là même très compliqué pour la compréhension. Donc, c'est ces défis-là auxquels nous sommes confrontés et que nous essayons progressivement de relever. La bonne nouvelle, c'est que Djibril, après ton passage au niveau de la plateforme, nous avons un bureau à l'intérieur du pays, à Daloa, un bureau d'ailleurs beaucoup plus grand que celui de JVE à Abidjan. Et voilà, et on travaille toujours en synergie en nous appuyant sur les acquis de ces 15 années d'expérience qui nous ont permis de pouvoir déployer pas mal d'initiatives à l'intérieur du pays. Et peut-être pour revenir sur l'intervention de Touré en ce qui concerne la question des enfants. En 2008 déjà, on avait un programme qu'on avait dénommé Young to Young, c'est-à-dire la formation des jeunes aux jeunes. Parce que nous nous sommes rendus compte que lorsque le message est passé par des plus jeunes et surtout à des adultes, il est beaucoup plus frappant, il est beaucoup plus marquant. Et depuis 2 ans, on a un programme spécial aussi à l'endroit des enfants, et surtout dans le cadre de l'agroécologie contre la crise climatique. Et ce programme, c'est Agroécologie for Kids, qui est un programme aussi qui est en train de monter depuis plus de 2 ans et qui permet également d'accompagner et de soutenir les enfants dans cette perspective de changement de paradigme et que nous estimons d'ailleurs très, très, très important. Voilà, je crois que je vais peut-être m'arrêter sur ce point et puis attendre les questions. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, ils ont applaudi avant que je leur demande. En tout cas, merci. Merci Charles. Je suis allé à Abidjan, il m'a amené à Yamoussoukro, il m'a amené à Daloa. Donc si vous allez là-bas, il faut aller visiter, c'est très bon. En tout cas, merci. Donc nous avons commencé avec un peu de retard. Voilà, et donc ça ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc si on peut prendre quelques questions. Mais avant, je ne sais pas si le PCA veut dire quelque chose, M. Fall. Ok, c'est bon. Voilà, il y a une question derrière. Le micro, bien. On va prendre quelques questions et puis on va... Voilà, merci beaucoup pour cette opportunité et féliciter les panélistes. Moi, je m'appelle Ibrahim Adja, je suis chargé de programme à IED Afrique. Et effectivement, c'est une thématique extrêmement intéressante parce que je pense qu'au-delà de l'État, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales font énormément d'efforts qu'il faudra capitaliser parce que c'est une contribution énorme. À titre d'exemple, 2 éléments que je voudrais rappeler par rapport au CDN, 2 éléments qui sont contenus dans les CDN, que ce soit les CDN, que ce soit les CDN+, nous mettons en œuvre un programme qu'on appelle les communautés reverdissent le Sahel et nous utilisons la technique de la RNA.
Et dans les CDN, on voit que le Sénégal s'est engagé à mettre sous RNA 99 000 hectares. Et en CDN+, 498 000 hectares. Et nous, dans le cadre d'un programme que je coordonne et qui s'étale sur les 10 ans, nous en sommes déjà à près de 30 000 hectares mis sous RNA et engageons près de 10 000 producteurs dans 12 communes du Sénégal. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de pouvoir quantifier, trouver des mécanismes et mesurer un peu la contribution de ces acteurs-là dans le cadre de l'opérationnalisation ou l'implémentation de ces CDN. Donc c'est un élément extrêmement important. Et ce programme-là, d'ailleurs, nous le mettons en œuvre avec Enda Énergie, Enda Pronat. Et l'autre volet qui est important, c'est au-delà de ça, c'est mettre en place des unités de transformation de produits forestiers, mettre en place des foyers améliorés. Donc ça fait un package qui, il me semble, permet de contribuer énormément dans une approche globale. Maintenant, juste une question par rapport à l'implémentation de ces cadres-là. Je demandais quel est le niveau de prise en compte, pour rebondir un peu avec Touré, de ces enfants-là. Quel est le niveau? Où est-ce que nous en sommes? À quelle étape nous en sommes par rapport à ce processus-là que je salue et que j'encourage énormément? Donc, c'était juste cette question-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a deux questions. En Sénat, après Madame, et après on donne à Michel. Ce n'est pas une question, mais vraiment c'est pour féliciter les collègues, les organisateurs de cette session. Elle est très utile. Ma voix est partie, mais j'ai tenu à venir ici. Très important. Et surtout remercier les collègues de Save the Children pour le travail qu'ils font avec IGV Sénégal et exprimer donc tout notre désir d'accompagner ce programme et l'amener à l'échelle. Nous, on a organisé le premier forum des enfants sur le climat et l'environnement en 2004. Hein, c'est depuis ce moment-là. Et ça nous a permis de pouvoir avancer avec les questions liées à l'éducation environnementale. Ma question, c'est comment est-ce qu'on essaie d'institutionnaliser ce travail extraordinaire que vous faites au niveau du public. Parce que ONG, vous ne pourrez pas toucher 3 millions, 5 millions d'enfants. C'est important d'arriver à faire prendre l'État, parce que l'État puisse reprendre ces initiatives-là. Quels efforts sont en cours à tous les niveaux pour que le programme d'éducation, le programme de reboisement scolaire puisse être un programme national de millions d'enfants. Vraiment, félicitations et Djerjef. Bonsoir à tous. C'est Seynabou Diop Fall, ingénieur forestier au niveau de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols. Et aussi chef de secteur du département de Kermassa, accompagné par le président du conseil départemental. Je voudrais tout simplement amener certaines questions qui ont été posées lors de vos présentations. Et je vous remercie par rapport à ces présentations qui nous montrent qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont menés par les organisations non gouvernementales ainsi que les ONG, la société civile. Et ça ne fait que renforcer les pays africains dans des négociations pour la recherche des ressources et des financements, qui est important. Donc, je voulais revenir tout simplement par rapport à une question qu'a posée Djibril par rapport à la collecte des données concernant les associations et autres. Je voulais donner l'exemple, je ne sais pas pour les autres secteurs, mais en tout cas au niveau de la direction des eaux et forêts, on est obligé de mentionner avec les associations avec lesquelles on travaille, et c'est inclus dans nos plans de travail annuels. Donc, c'est d'abord, vous avez parlé de défis, donc je crois que là, il y a déjà une réponse, parce que quand on parle de compétences transférées au niveau des collectivités, on est obligé de travailler avec les communes, avec les conseils départementaux, mais aussi avec les associations, dans la végétalisation, mais aussi dans la reforestation. Et ça, c'est des choses qu'on a, et des bases de données qui existent, et dans les communes, plus exactement. Parce que nous sommes un secteur ou un département où nous sommes présents dans les plus petits territoires, au niveau arrondissement, avec les brigades. Et ils sont obligés de remonter les activités qu'ils font en termes de reboisement au niveau de la hiérarchie. Donc, on capitalise cela au niveau de... Donc, ça, c'est des données qui existent.
pour vous, en tout cas pour le secteur de la reforestation et aussi au niveau de la direction des eaux et forêts. Pour revenir un peu aussi avec l'éducation environnementale, il y a déjà une cellule qui se trouve au niveau du ministère de l'Environnement. Et moi, avant d'entrer au niveau de la fonction publique, j'ai été assistante de la coordonnatrice au niveau du parc de Anne. Le centre d'éducation environnementale qui se trouve au niveau du parc de Anne et qui ont travaillé avec deux niveaux, les classes de C1 et de C2. Et il y a déjà un document pédagogique qui a été mis en place en partenariat avec les Suisses pour permettre aux enseignants de donner des cours sur l'ensemble des thématiques environnementales. L'ensemble des thématiques. Et vous serez surpris de voir quelles sont les réponses de ces élèves à ce niveau par rapport au contexte climatique, parce que moi, j'ai été ébahie par les réponses qui étaient données par ces élèves-là. Donc, pour vous dire tout simplement qu'il y a une question d'harmonisation qu'on doit mettre en place. Il y a le cadre entre la société civile, mais aussi l'État en tant que tel. Essayer d'harmoniser nos actions qu'on est en train de faire, parce que des fois, on est un peu éparpillé, on fait la même chose, donc il y a besoin de capitaliser et de s'asseoir autour d'une table pour parler de la même chose et ainsi renforcer nos actions sur le plan international à la recherche de finances. Donc je voudrais attirer aussi l'attention sur ça et vous dire, du côté de l'éducation environnementale, il y a une filière écologique qui va être mise en place avec des partenaires, Iskultera, une filière qui sera mise, ils ont choisi comme partenaire le département de Kermassar, mais il y a d'autres pays qui sont inclus. Et à la Côte d'Ivoire aussi, qui va être mis, qui sera interpellé dans ce sens-là. Ils vont utiliser le curriculum, vous en avez parlé tout à l'heure, du Sénégal. On travaille avec l'IA de Pékin-Guédiawaye pour voir comment on peut intégrer la filière écologie dans tous les domaines. Parce que quand on parle d'écologie, ce n'est pas parce qu'on va faire seulement de SVT. C'est dans les mathématiques, dans tout le programme. Ils vont essayer de mettre en place et de travailler directement avec des Zooms, directement dans les classes, directement, avec des gens qui sont experts qui vont intervenir dans les classes. Donc ça, c'est un concept très nouveau, très prometteur et qu'il va falloir essayer de voir comment vous pouvez venir. Et je t'ai appelé, Nian. Il faut venir à Kermassar. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seynabou. Je pense qu'il y a une dernière question. Merci beaucoup. La question que je voudrais poser, c'est... Vous pouvez présenter? Babacar Gueye. Je suis le président du conseil départemental de Kermassar. Alors, moi, d'abord, je remercie les panélistes de brillant exposé. Mais je voudrais demander, la question que je pose, c'est quelle est la place des collectivités territoriales dans votre dispositif, c'est-à-dire dans le cadre que vous venez de décrire tout à l'heure. Bon, parce qu'en réalité, vous avez fait une description du cadre de concertation, mais on ne sent pas la place de les collectivités de façon générale. La preuve, au niveau du présidium, on ne voit pas les collectivités représentées ici. C'est la raison pour laquelle je me demande moi-même, est-ce qu'il y a une collectivité qui fait partie déjà du cadre? Donc, vous devez essayer d'élargir, d'impliquer les maires et les présidents de conseil, parce qu'en fait, les particuliers qui sont membres, c'est-à-dire les acteurs non étatiques, autres que les collectivités, ils travaillent au niveau des collectivités. Et les collectivités sont administrées par les maires. Et à partir de ce moment, un problème se pose. Est-ce qu'une association privée a le droit de reboiser, par exemple, quelques hectares d'une collectivité sans informer le maire ou le président du conseil départemental? Parce qu'en réalité, l'environnement, c'est une compétence transférée par l'État. Moi qui suis le président du conseil départemental de Kermassar, j'ai des prérogatives dans le domaine de l'environnement à Kermassar. Et ce sont des prérogatives que l'État m'a confiées. De même que le maire de Kermassar Nord, le maire de Kermassar Sud dans sa commune, le maire de Djahaï Parcelles dans sa commune également. Donc l'acte 3 nous partage les prérogatives de cette compétence-là entre la commune et le département. Est-ce que donc une association peut aménager un territoire dans mon département ou bien dans une commune sans informer le maire? Bon, c'est une question que je me pose.
Je voudrais avoir des réponses à ce niveau-là. Et maintenant, si vous voulez essayer d'élargir ce cadre-là, parce que c'est important, en y impliquant les maires et les présidents de conseil, je pense que ce serait une bonne chose. Mais pour la capitalisation, il faudra revoir ça. Parce que des privés qui aménagent des territoires qui sont gérés par des élus, qui ont une compétence étatique, je pense que là, à ce niveau, il y a un problème. Je voudrais en tout cas terminer en vous remerciant beaucoup de ce débat-là. Merci beaucoup. Merci, M. Gueye. Donc, je pense que nous n'avons plus beaucoup de temps parce que là, on a même épuisé notre temps, mais on nous a grignoté quelques minutes au départ. Donc, on va essayer de les rattraper avec la permission de la DEC. Bon, on a fini. Hein? Bon, je vais commencer. Je pense qu'il y a eu beaucoup de contributions. Il y a quelques questions, mais il y a des questions, je peux déjà donner quelques éléments de réponse. Donc, je commence par la question de M. le Président du Conseil départemental de Keur-Massar. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais nous, en tant qu'organisation, les collectivités sont nos portes d'entrée. En tout cas, nous n'osons pas venir dans une commune, faire une activité sans la collectivité. D'ailleurs, pour preuve, nous avons un projet qui devait commencer depuis presque 6 mois en Casamance. Nous ne l'avons pas commencé parce que nous avons des problèmes pour rencontrer le maire. Mais aussi, il y a le problème d'accessibilité aux autorités locales qui se pose. Il est très difficile de rencontrer les maires. Le nombre de maires que j'ai rencontrés à la COP, je ne les ai pas rencontrés en 12 mois à Dakar. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas déposé de lettre de demande d'audience. J'ai même été dans leur bureau, j'ai tapé à leur porte plusieurs fois. Il y a un maire, je l'ai rencontré ici, il a pris le temps de discuter avec moi et j'ai déposé 11 lettres de demande d'audience dans son bureau. Et pourtant, ici, on s'est rencontrés. Et c'est là, il m'a dit, ah, Djibril, je te connais, j'ai vu tes trucs sur Twitter. Tu fais du bon travail. Je lui dis, mais je suis à ma 11e lettre de demande d'audience dans ton bureau. Il dit quoi? Bon, là, il était un peu surpris, mais il y a ce problème-là. Et moi, je conseille aussi, parce qu'il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de jeunes organisations, ils viennent, ils prennent conseil chez nous. Et ce qu'on leur dit souvent, c'est que vous ne pouvez rien faire dans ce pays. Vous ne pouvez rien faire dans ce pays sans le ministère de l'Environnement, plus précisément sans la direction de l'environnement, mais vous ne pouvez rien faire dans une collectivité sans la mairie. Quand j'ai parlé de la plateforme Dakar Agit pour le climat, cette plateforme est née de la volonté de la mairie de Dakar, que je coordonne aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce qui m'a amené ici. Ce matin, j'ai fait un side event, vous avez participé, j'étais avec les maires, on a une très bonne collaboration. Et de plus en plus, nous poussons les organisations. Et aujourd'hui même, il y a des bailleurs, quand ils viennent nous voir, nous les amenons directement. Récemment, Maristop International est venu me voir, ils m'ont exposé un très bon projet et je leur ai dit, bon, c'est bien, nous sommes une organisation, mais pour ce projet, j'espère qu'on doit aller à la DEC. Et je l'ai amené voir Baba. Il a discuté avec Baba. Ils ont organisé un atelier à Maristop. Et là, nous continuons à suivre le processus. Donc, c'est un peu ça. Donc, monsieur Dia, donc le niveau de... Ça, je laisse ça à Mamadou. Donc, rapidement, je sais que les autres sont déjà là. L'institutionnalisation du travail au niveau public. Donc, au niveau du public, je pense que par rapport aux enfants, je pense qu'il y a une personne qui a posé la question de l'institutionnalisation. Sénat Alouka. Bon, il n'est pas là. Mais pour rassurer tout le monde, nous travaillons avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers le CFE que vous venez de citer. Donc, je pense que le dernier site event de CFE, j'étais là, j'étais parmi les panélistes. Récemment, nous avons pris contact avec l'inspection de Dakar parce que nous avons développé des modules de formation. Nous travaillons avec l'IA aussi. Et nous travaillons aussi avec le ministère de l'Éducation. Là aussi, c'est assez compliqué, mais nous poussons, nous forçons parce que c'est nous qui avons besoin d'eux. Et puisque c'est nous qui avons besoin d'eux, nous n'allons jamais lâcher tant qu'on n'aura pas satisfaction. Donc, Seynabou, je pense que vous êtes un partenaire de taille. Donc, je pense que par rapport aux projets qui sont là à Keur-Massar, nous, on cherche à accompagner Keur-Massar. Donc, ce qu'on dit en Wolof, c'est comme ça. Donc, vraiment, ça fait longtemps qu'on échange au téléphone, voilà, et tout ça. Donc, je pense qu'on va venir. Donc, il y a un proverbe Wolof qui dit que ça, je ne peux pas t'expliquer, mon frère. Mais il a compris. Donc, je vais laisser peut-être dire un petit mot de revoir. Comme ça, on va clôturer parce qu'on est vraiment en train d'empiéter sur le temps des autres. Assez rapidement, commencer par Monsieur le Président. Il y a votre collègue du conseil départemental de Gossas qui est là, à la COP. Et je suis son agent parce que je suis en détachement. C'est pour dire que nous, on est très sensibles à la question des collectivités territoriales. Vous êtes la porte d'entrée. Donc, toutes ces plateformes du temps du conseil régional, donc c'était lui qui coordonnait tout cela. Aujourd'hui, ce sont les départements qui doivent se positionner
et une expérience à Kaffrine, il y a un comité départemental d'adaptation. À chaque fois qu'on doit faire un CDD sur le changement climatique, on change juste le nom, on met comité départemental d'adaptation. C'est pour dire qu'on est vraiment avec vous. Pour dire le conseil, bon, pour les enfants, donc on commence aujourd'hui à mettre en place des conseils communaux d'enfants, des conseils municipaux d'enfants dans certaines communes. Et donc on compte passer un peu par ce renforcement de capacité, cet encadrement des enfants qui seront les futurs leaders de demain. Et là, cet aspect, on l'a confié à Djibi, donc qui vraiment fait du très bon travail avec, je pense, oui, donc dans peut-être 9 écoles, tout ça. On a environ 5000 élèves avec lesquels il travaille et on compte vraiment passer à l'échelle. Merci. Petit mot de remerciement, mot de clôture, vite fait. Pour de clôture, peut-être remercier JVE et l'ensemble des participants qui ont voulu prendre part à ce site event. Et rappeler également peut-être au président du conseil départemental, nous à ENDA, on ne parle pas d'organisation de la société civile. On parle de cadre de concertation des acteurs non étatiques. Et quand on parle d'acteurs non étatiques, il y a le secteur privé, il y a les organisations de la société civile, il y a les collectivités territoriales également, qui aujourd'hui mènent des actions importantes. Je crois que Dakar et Pékin ont récemment validé leur plan climat territorial, auquel on évite également Kermessar à aller dans ce sens. Peut-être qu'à Marab également, les panélistes n'ont pas le droit de poser une question, mais de veiller à quelque chose. C'est que par rapport à cette base de données que vous avez, il est important d'implémenter un suivi. Un arbre, on peut le mettre aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, l'arbre ne vit plus. Alors quand on parle de puits de carbone, c'est vraiment des arbres qui ont un certain niveau de maturité. Donc implanter 300 arbres, il ne faut pas dire qu'on a un puits de carbone avec 300 arbres. Donc c'est juste ça. Si vous pouvez veiller à cela, ce serait très important. Merci beaucoup. Merci. Charles. Merci très rapidement. beaucoup. Je voudrais remercier tout le monde. Peut-être rapidement revenir sur la question des collectivités. Chez nous également, il y a une très bonne dynamique avec les collectivités. Aujourd'hui, on a déjà 2 plans climat au niveau local qui ont été validés. D'autres localités sont dans la danse. Donc, c'est une préoccupation qui est aussi partagée. Rapidement, merci à tous. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver au Sénégal. Jerry Jeff. OK, avant de quitter, on ne peut pas partir. Non, il faut prendre la parole. Un mot de clôture. Merci Djibi. Moi, je m'appelle Boubacar Fall, donc je suis le vice-président du Comité national sur le climat. Je vous remercie tous pour vos différentes interventions. Je pense que Madame a résumé l'essentiel en disant qu'il nous faut veiller à beaucoup de synergie. Ce que vous êtes en train de faire, il y a déjà une initiative au niveau national pour créer un cadre de suivi de la CDN. La difficulté, je l'avais dit même à la DEC, j'ai dit, vous allez avoir le défi de la coordination. Parce qu'il va falloir recenser toutes les initiatives et aussi, tu l'as dit, Djalani, éviter le double comptage. Donc, ce que vous êtes aussi en train de faire, il faut veiller à impliquer davantage la direction pour pouvoir assurer une remontée d'informations. Maintenant, par rapport à la participation des acteurs non étatiques et l'élaboration du document, on envoie des invitations. Le problème maintenant, c'est que c'est des questions techniques. Vous participez pour participer ou vous participez pour donner votre point de vue. Maintenant, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que vous veniez pour remettre en cause certains paragraphes ou certaines parties du document et faire des propositions. Là, Charles l'a dit, il va falloir relever un peu le niveau. Ce n'est pas une présence, disons, passive. Venir suivre, inscrire son nom sur la liste de présence et dire que j'ai participé. Non, c'est vraiment participer dans le débat de fond. Par exemple, ce qu'il était en train de dire, les options conditionnelles et inconditionnelles, la mise en œuvre. Il n'y a pas encore au niveau national une stratégie clairement définie pour la mise en œuvre du CDN. C'est pour ça qu'il y a encore un peu ce flou, mais on veille quand même à travailler, à stabiliser un peu
Et maintenant, le reste, je pense que Madame l'a dit, quand les eaux et forêts travaillent, ça c'est un aspect de notre CDN. C'est le volet peut-être atténuation. Il reste maintenant le plus difficile, c'est rendre compte du volet de l'adaptation. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de rendre compte de l'adaptation que de la CDN. On est en train de travailler là-dessus. Mais pour cela aussi, il faut que vous alliez à la DEC, parce qu'on est en train d'élaborer un cadre national de suivi du volet adaptation. Donc, il ne faut pas que ce que vous faites soit en marge de ce qui est en train d'être fait au niveau national. Et tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, éviter les doubles comptages. Maintenant, Touré, par rapport aux enfants, on est prêt pour les accompagner. Mais vous, c'est à vous d'abord d'identifier un premier noyau d'enfants et de commencer à travailler. Parce que Charles l'a dit, les enfants, quand ils font passer un message aux adultes, c'est beaucoup plus accrochant que moi qui viens de parler. Donc maintenant, il faut qu'on travaille ensemble pour voir un peu comment créer ce noyau-là et les accompagner. Et puis, vous, dans le cadre de votre travail, les amener quand même à faire des messages de sensibilisation. Merci. La CDN, c'est un document national, ce n'est pas un document du ministère de l'Environnement. C'est un document national et tout le monde devrait contribuer à sa mise en œuvre. Maintenant, le défi, quand je vais revenir sur les mots de madame, c'est un peu de cohérence et beaucoup de coordination. Et donc, si on le fait, on pourra nous rendre compte du maximum possible de ce qu'on est en train de faire. Parce que l'État, là où je vais terminer, a pris des engagements au niveau international. Mais Monsieur le Président, rassurez-vous, la mise en œuvre, c'est au niveau de vos collectivités. La mise en œuvre, c'est au niveau local. Et c'est de là où l'information devrait, disons, émerger pour aller vers le niveau central. Donc, on ne peut rien faire contre vous, ou sans vous, j'allais dire. En tout cas, merci pour cette initiative. Et c'est à vous aussi de pousser un peu acteurs non étatiques pour demander l'État où en es-tu dans le cadre de tes engagements. On a signé notre CDN depuis très longtemps et rien n'a encore été fait. Le Global Stocktake dont vous parlez devrait émerger du respect de la mise en œuvre des CDN. C'est le cumul de ces CDN-là qui devrait renvoyer vers l'effort collectif au niveau international. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de faire et je vous exhorte à continuer et à bousculer un peu l'État pour qu'il puisse respecter ses engagements. Merci. Le défi, c'est la cohérence et un peu de coordination. Donc, c'est par ces mots qu'on va terminer. Tu ne peux pas ne pas parler. Merci beaucoup. Merci aux panélistes. Merci à la direction de l'environnement. Heureusement que l'arachide est arrivé à la fin. Merci pour les cadeaux et merci à tout le monde.